Camille se réveilla avant l'aube, comme chaque matin. Son corps était endolori par le matelas fin qu'elle partageait avec deux autres femmes dans une chambre d'emprunt aux abords de Villejoret. S'étirant prudemment pour ne pas les réveiller, elle enfila sa tenue habituelle, un jean usé, un sweatshirt ouvert et une paire de baskets trouées, depuis longtemps dépassées. Elle avait récemment trouvé un emploi de femme de ménage à la gare routière locale. C'était un travail modeste, mais qui lui permettait de s'acheter un peu de nourriture et, surtout, de garder son téléphone portable allumé, au cas où ses filles essaieraient de la joindre. Cela faisait 3 longs mois qu'elle n'avait plus eu de leurs nouvelles. Personne ne la croyait lorsqu'elle affirmait qu'ils avaient été enlevés. Les autorités affirmaient qu'elle les avait négligés, voire abandonnés. Mais Camille connaissait la vérité et cette vérité brûlait en elle comme un feu lent, à chaque instant de chaque jour. Les cheveux tirés en arrière, les yeux gonflés par d'interminables nuits blanches, elle marchait d'un pas rapide vers la gare, les yeux baissés, le cœur battant. Elle avait le sentiment inébranlable que quelqu'un la suivait toujours. Elle n'avait aucune preuve, mais ce sentiment la tenaillait comme une ombre, un souffle invisible qui lui effleurait constamment la nuque. Elle ne faisait confiance à personne. Il n'y avait personne à qui se confier, personne qui puisse comprendre. Pendant ce temps, loin de son monde, Julien Mans descendait de son bureau au 27e étage par un ascenseur vitré. Une tasse de café à la main, le regard fixé sur l'écran de son téléphone. Vêtu d'un costume bleu marine impeccable, une montre de luxe étincelante au poignet et des chaussures cirées par son assistante personnelle, il incarnait le summum du contrôle exécutif. Julien n'avait ni enfant, ni partenaire, et ne supportait pas ce qu'il appelait le « désordre émotionnel ». Sa vie tournait autour de l'efficacité, des chiffres et des résultats. En tant que PDG de Mans Transport International, il s'était taillé une place dominante sur le corridor logistique entre Paris et les États-Unis. Il achetait désormais des terrains dans le Nord pour étendre son réseau d'entrepôts. Étienne, son frère cadet, gérait le côté opérationnel. Julien préférait la vue aérienne, la prise de décision à distance, loin de la saleté, de la poussière et du désordre. « Avez-vous confirmé Chivot ?» demanda-t-il, les yeux toujours rivés sur son écran. « Oui, monsieur », répondit son assistant. « Le terrain sera disponible pour inspection toutes les 7 semaines. Souhaitez-vous le visiter vous-même » Julien hésita. Les visites sur le terrain n'étaient pas dans ses habitudes, mais il préférait ne pas abîmer ses chaussures, mais quelque chose dans cette propriété le tracassait. Peut-être était-ce l'insistance d'Étienne. Ou peut-être était-ce juste une intuition. « Prévoyez-la pour vendredi, dit-il. Je veux la voir moi-même. » Cette décision fortuite allait déclencher une chaîne d'événements qu'aucun des deux hommes n'aurait pu prévoir. De retour à Villejoret, Camille termina son service. Elle plia soigneusement le bord du papier toilette en un triangle net, une vieille habitude, peut-être inutile, mais qui la rapprochait des autres. Pendant sa pause, elle consulta à nouveau son téléphone. Toujours pas de message. Pas d'appel manqué. Juste un voyant clignotant de batterie faible. Dehors, le soleil de midi illuminait le trottoir. Elle acheta une bouteille d'eau à un kiosque et s'assit sur le trottoir. Son regard errait sans but, son esprit fixé sur un seul son, le dernier rire de ses filles, le jour où elle les serrait contre elle pour la dernière fois. Ses larmes coulaient doucement, non pas de faiblesse, mais d'impuissance. Que pouvait-elle faire d'autre? Loin au nord, Julien s'installa à l'arrière de son véhicule blindé. Le long trajet ne le dérangeait pas. Au contraire, il savourait le calme, une pause dans l'agitation incessante de la ville. Son chauffeur, un homme au langage serré, jouait de la musique instrumentale tandis que le ronronnement de la climatisation emplissait le silence. À mi-chemin d'une route rurale, Julien désigna un chemin de terre qui quittait la route principale. « Je veux voir cette partie aussi. » Le chauffeur hésita, mais obtempéra. À cet instant, le téléphone de Camille vibra dans sa main. L'écran afficha un numéro inconnu. Elle répondit d'une voix tremblante. « Bonjour ?» Silence. « Allô ? Qui appelle ?» Puis, un murmure. Si doux qu'on aurait pu l'imaginer. Ils ont été laissés sur le vieux chemin derrière le hangar. L'appel a été interrompu. Camille resta paralysée, les yeux rivés sur son téléphone comme s'il pouvait lui apporter d'autres réponses. Son cœur battait la chamade. Elle connaissait cet endroit. Elle savait qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Ce vendredi-là, sur une route poussiéreuse bordée d'herbes sèches et de clôtures rouillées, deux mondes allaient entrer en collision. Un élégant pick-up noir avançait lentement sur le chemin accidenté. À l'intérieur,
Julien contemplait par la fenêtre les collines désolées. Le paysage s'étendait, vaste et vide, un silence étrange planant dessus. Quelque chose dans cet endroit me semblait anormal. « Arrête-toi ici », dit-il soudainement. Le véhicule s'arrêta. Julien en sortit en claquant la portière. Il marcha vers les broussailles, guidé par une étrange tension. Aucun oiseau ne chantait. Aucun vent ne soufflait. Juste le bourdonnement lointain des insectes. Puis il l'entendit un son si faible qu'il faillit le manquer. Un léger bruissement. Il se figea, écouta de nouveau. Il venait de la gauche, caché derrière des buissons cassants. Julien écarta les branches et recula sous le choc. Deux petites filles, blondes, les vêtements sales et déchirés, étaient assises, blotties dans une cage métallique rouillée à moitié recouverte de bâches. L'une tenait l'autre, des larmes coulant sur ses joues en silence, comme si elle avait peur d'être remarquée. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. S'agenouillant lentement, il leva les mains. « N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Tout va bien. » Les filles le fixèrent, les yeux écarquillés de terreur. Julien prit son téléphone, les mains tremblantes, et appela les secours. « J'ai besoin d'une ambulance. » Deux petites filles. Vivantes, mais en mauvais état. Nous sommes sur une route de campagne près du vieux hangar d'Orange-Saint-Dié. Dépêchez-vous. Il a mis fin à l'appel et a couru vers le véhicule. Apportez de l'eau, des couvertures, tout ce que vous avez, a-t-il crié au chauffeur. Avec une barre de métal tirée de l'arrière du camion, il força la cage. L'odeur le frappa d'abord, sueur, métal, peur, abandon. Il souleva doucement l'une des filles. Elle était si légère qu'elle le surprit. Puis il aida les autres à sortir, les enveloppa dans des couvertures et les étendit à l'ombre la plus proche. L'un brûlait de fièvre. L'autre avait le souffle court et saccadé. Plus tard, à l'hôpital, Julien se tenait près de leur lit. Les deux filles étaient allongées, immobiles, sous perfusion, leur minuscule poitrine se soulevant et s'abaissant sous des draps propres. Une infirmière s'approcha. « Monsieur Manz ? Puis-je vous parler ?» Il la suivit sur le côté. « Ils sont stables, dit-elle. La fièvre est tombée. Mais la petite parle encore dans son sommeil. Elle n'arrête pas de dire « Ne nous quitte pas, maman. Ne nous abandonne pas. » Julien serra les poings. Il avait besoin de réponses. Qui avait laissé ses enfants ici? Et pourquoi? L'infirmière lui tendit un sac en plastique. À l'intérieur se trouvaient quelques effets personnels. Quelques bibelots. 2 bracelets médicaux. Et un mot, plié et taché, mais encore lisible. S'il m'arrive quelque chose, prenez soin de mes filles. Ne faites confiance à personne chez Manz. Camille. Julien fixait le nom. Camille. Il le murmura à voix haute. Camille. Cela lui rappela quelque chose au fond de l'esprit. Il avait connu quelqu'un de ce nom, des années auparavant, dans un entrepôt dans le Nord. Tranquille. Travailleuse. Discrète. Elle avait eu des ennuis, et Étienne s'en était occupé. Le souvenir refit surface comme de la fumée, flou mais persistant. Et avec cela vint un frisson soudain. Un nœud se serra dans son estomac. Le même après-midi, Camille arrive à l'hôpital. Elle avait posé des questions sur les filles, mais personne ne voulait lui donner d'informations. Vous devez attendre. Madame, êtes-vous une parente directe? Je suis leur mère. L'une et Claire sont mes filles. Les infirmières échangèrent des regards incertains, ne sachant que faire. Juste à ce moment, Julien émergea d'une pièce voisine, une enveloppe à la main. Il s'arrêta net en la voyant. Camille se figea. Leurs regards se croisèrent. Ils se reconnurent à peine. Camille? Julien Mendez? Il fit un pas hésitant vers elle. Êtes-vous la mère des filles? Camille hocha la tête, les lèvres serrées, les yeux rouges, le corps tremblant. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec elle? Julien baissa les yeux vers le papier qu'il tenait encore entre les doigts. C'est exactement ce que je veux savoir, dit-il en soulevant le mot. Parce que ça change tout. Un silence tendu s'installa entre eux. Chaque seconde passée loin de ses filles rongeait le cœur de Camille, mais elle restait sur ses gardes. Elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance à Julien, même s'il les avait sauvées. Je dois les voir,
dit-elle d'une voix ferme, déglutissant difficilement. Ils sont stables, répondit Julien, immobile. Mais ils n'ont pas encore le droit de recevoir des visites. Le médecin veut les garder en observation. Je suis leur mère, insista-t-elle en s'avançant. Je me fiche de ce que dit le médecin. Julien posa doucement une main sur son bras pour l'arrêter, calme mais sérieux. Camille, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce mot ne fait confiance à personne dans ma compagnie. Que s'est-il passé? Qu'ont-ils fait à tes filles? Camille le fixa un long moment, visiblement en difficulté. Finalement, elle soupira, les yeux baissés. Étienne. Ton frère? Le nom a frappé Julien comme une claque. Qu'est-ce qu'Étienne a à voir avec ça? Camille prit une grande inspiration. Il était temps de parler, même sans preuve écrite. La vérité était gravée dans sa mémoire. Il y a presque un an, je travaillais dans un de vos entrepôts à Saint-Ignacio. C'était un travail honnête. Je n'avais aucun problème. Puis Étienne a commencé à arriver. Au début, il inspectait simplement les choses, me disait bonjour. Puis un jour, il m'a pris à part. Il m'a proposé de l'argent pour déménager des caisses, sans enregistrement. Elle s'arrêta, la voix tremblante. J'ai refusé. Il n'a pas insisté au début. Mais après mon deuxième refus, tout a changé. Ils ont commencé à me surveiller. Mes horaires ont été modifiés. Une nuit, quelqu'un est entré par effraction chez moi. Ils ont tout volé. 2 jours plus tard, mes filles ont disparu. J'ai reçu un mot, désormais, tu obéis ou tu les perds à jamais. Julien parut stupéfait. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police? Et dire quoi? Qu'un frère Mendez était impliqué dans un complot? Ils auraient ri. Je me suis caché. J'ai cherché, seul. Jusqu'à aujourd'hui. Ses yeux étaient désormais emplis d'une colère et d'une peur contenue. Julien sentit quelque chose s'effondrer en lui. Étienne, son frère certes, impulsif, voire agressif mais capable d'enlever des enfants? Je t'aiderai, dit Julien d'une voix basse et résolue. À l'aide? Camille leva les yeux, incrédule. Je veux la vérité. Si ce que tu dis est vrai, Étienne devra en répondre. Mais j'ai besoin de preuves. Des preuves? Je te dis ma vérité, Julien. Tu ne comprends pas? Ce n'est pas une question de croyance. C'est plus grave. Si ton frère est impliqué, ce n'est pas seulement un scandale familial, c'est criminel. Et moi et mes filles? Nous sommes toujours en danger. Elle le fixa du regard furieuse, certes, mais quelque part dans son regard, une lueur d'espoir brilla. Elle avait été seule si longtemps. Et maintenant, quelqu'un l'écoutait enfin. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi qu'il en coûte. Mais d'abord, je veux que tu voies tes filles. L'expression de Camille changea du tout au tout. Ses yeux se remplirent de larmes. Je peux? Julien hocha la tête et passa un coup de fil rapide. Quelques minutes plus tard, une infirmière arriva et conduisit discrètement Camille dans le couloir. Elle entra dans la chambre d'hôpital, le cœur battant. Ils étaient là, lune éclair, endormis, pâles, mais vivants. Camille s'approcha, tremblante, et caressa doucement leur visage. Maman est là, she whispered. Julien se tenait sur le seuil, observant. Quelque chose bougeait en lui. Il ne savait pas ce que c'était, mais il savait une chose, il venait de franchir un point de non-retour. Dehors, il alluma une cigarette pour la première fois depuis des années. Derrière lui, l'hôpital disparaissait dans l'obscurité. L'air était frais, mais cela ne le calmait pas. L'histoire de Camille se répétait sans cesse dans sa tête. Étienne. Son propre frère. Enlever 2 enfants pour contrôler leur mère. Cela semblait trop horrible pour être vrai, mais trop détaillé pour être un mensonge. Il a sorti son téléphone. Bonjour Étienne. C'est moi. Comment ça s'est passé à l'Orange? Demanda Étienne d'un ton détaché. Julien marqua une pause. J'ai trouvé quelque chose là-bas. Ou plutôt, quelqu'un. 2 petites filles. Étienne ne répondit pas immédiatement. Des petites filles? Quelles filles? Ils étaient enfermés, traités comme des animaux, au milieu du terrain vague de Saint-Dié. L'un d'eux avait un mot. Signé Camille. Le ton d'Étienne changea. Camille.
Cet employé. Oui. Elle dit que vous êtes derrière tout ça. Elle a refusé de déplacer des caisses. Vous avez pris ses filles. Étienne rit, tendu et forcé. Tu crois vraiment cette folle? Après tout ce qu'elle a fait? Elle a essayé de faire chanter l'entreprise. On a géré ça discrètement. Tu as signé son indemnité de départ. Julien fronça les sourcils. Il ne se souvenait pas d'avoir signé quoi que ce soit de tel. Tout ce qu'il savait, c'est qu'un jour, Camille avait tout simplement disparu de la liste de paix. Je vais découvrir la vérité moi-même, dit Julien froidement. Et si je découvre que tu es impliqué, je ne me tairai pas. Attention à ce que tu dis, rétorqua Étienne, désormais terriblement sérieux. Il vaut mieux laisser certaines choses enfouies. Cliquez. L'appel prit fin. Julien fixait le téléphone, troublé. Ce n'était pas un avertissement. C'était une menace. Cette nuit-là, Julien n'arrivait pas à dormir. Il examina les registres de l'entrepôt de Saint-Ignace. Il fouilla dans les archives. Tout semblait trop parfait au propre, ordonné comme si quelqu'un avait effacé la vérité. Pendant ce temps, Camille ne quittait jamais ses filles. Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Elle leur murmurait simplement des chansons, des excuses, des promesses. À l'aube, Julien est retourné à l'hôpital. Il avait apporté du café, du pain et un carnet. Camille lui lança un regard méfiant, mais prit le café. « J'ai des contacts dans la presse, dit-il doucement. Des gens en qui j'ai confiance. Je peux les inciter à enquêter. Mais j'ai besoin de tout. Date. Nom. Lieu. Message. Tout ce dont vous vous souvenez. » Camille baissa les yeux sur ses filles endormies, leur poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. Elle avait gardé la vérité en elle trop longtemps. « Très bien, dit-elle. Mais s'il nous arrive quelque chose, ce sera de ta faute. » « Il n'arrivera rien, je vous le promets, répondit Julien. Et à cet instant, ils comprirent tous deux quelque chose de profond. Bien qu'ils viennent de mondes opposés, malgré les blessures du passé, ils étaient désormais unis par quelque chose de plus fort que la peur, la vérité. Et cette vérité était sur le point d'éclater. Cet après-midi-là, Julien rencontra Sébastien Larocque, un journaliste indépendant connu pour aller là où d'autres n'osent pas. Leur rendez-vous était dans un café discret en périphérie de la ville. Sébastien arriva, le regard perçant derrière une barbe hirsute, carnet à la main. « Je n'aurais jamais cru que tu m'appellerais, dit-il sans détour. Les Mendes préfèrent généralement le silence. » Les choses changent, Sébastien, répondit Julien en baissant la voix. J'ai de sérieuses raisons. Mais avant d'agir, j'ai besoin de preuves. De quoi s'agit-il? Mon frère Étienne. Il y a un risque d'enlèvement, de menaces, d'utilisation illégale de l'entreprise pour faire de la contrebande, et des enfants sont impliqués. Sébastien haussa un sourcil. Et tu veux que j'enquête sur cette affaire, contre ton propre nom de famille? Je veux la vérité. Si Étienne est derrière tout ça, tu es vraiment prêt à le dénoncer? Julien ne broncha pas, je ne le protégerai pas. Le journaliste a sorti son enregistreur et a commencé à prendre des notes. Donnez-moi tout. Date. Lieu. Nom. Même si ça paraît insensé. Julien lui tendit un dossier. À l'intérieur se trouvait tout ce que Camille et lui avaient rassemblé, de vieux SMS, de faux registres, les noms d'anciens superviseurs et un mot froissé qu'une des filles avait caché dans ses vêtements. Cela va faire trembler des cages très puissantes, prévient Sébastien. Je sais. Mais quelqu'un doit payer pour ce qu'ils ont fait à ses filles. Pendant ce temps, Camille était assise dans une chambre d'hôpital et regardait les petites dessinées avec des crayons de couleur offerts par une gentille infirmière. Pour la première fois depuis des lustres, l'une des filles souriait. Elle parlait peu, mais ne sursautait plus au moindre bruit. C'était déjà une victoire. Une infirmière entra, un document à la main. Camille, il y a une demande de garde à vue. L'hôpital veut assurer la sécurité des filles pendant l'enquête. Garde provisoire? Je suis leur mère, s'écria Camille, le cœur battant. Oui, madame, mais il y a des protocoles. Vous n'avez ni carte d'identité ni papier de tutelle. C'est la procédure standard. Camille sentit son monde basculer. Des années de fuite l'avaient laissé sans identité, sans preuve, sans passer à montrer à qui que ce soit. Et maintenant qu'elle avait retrouvé ses filles,
quelqu'un risquait de les lui reprendre. Quelques minutes plus tard, Julien entra dans la pièce et trouva Camille pâle et tremblante. « Ce qui s'est passé ? Ils veulent prendre mes filles, s'écria-t-elle. OMS ? L'hôpital. Ils disent que je ne peux pas prouver qu'ils sont à moi. » Sans hésiter, Julien quitta la pièce, traversa le couloir en trombe et s'adressa au médecin-chef. Il passa des coups de fil. Utilisa ses contacts. Mentionna son nom. En moins d'une heure, l'ordonnance était suspendue. Il se porterait garant. Camille pourrait rester avec les filles pendant qu'elle réunissait les documents nécessaires. À son retour, Camille le regarda, reconnaissante mais troublée. « Je n'aime pas dépendre de toi, murmura-t-elle. Tu ne le hais pas. Je fais ce qui est juste. Et pourquoi ferais-tu ça ? » Julien ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de l'une et lui plaça une mèche de cheveux derrière l'oreille, une première. Ce jour-là, un nouveau lien commença à se tisser, non par obligation, mais par choix. En silence, Camille commença à percevoir en lui quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, la confiance, peut-être même l'espoir. Quelques jours plus tard, Julien se rendit seul dans un entrepôt de Saint-Ignace. Sans assistant, sans chauffeur. Il avait besoin de voir l'endroit où tout avait commencé. Selon Camille, Étienne lui avait fait transporter des marchandises non enregistrées. C'est alors que les menaces ont commencé. L'entrepôt semblait désert. Un nouveau cadenas fermait le portail. Des graffitis couvraient les murs et les fenêtres étaient recouvertes de poussière. Julien poussa une porte latérale entr'ouverte. Une odeur d'humidité et de moisi le saisit aussitôt. À l'intérieur, on aurait dit que quelqu'un s'était enfui précipitamment, cartons ouverts, papiers éparpillés, registres à moitié remplis. Dans un petit bureau, il trouva quelque chose d'effrayant, des dossiers avec de faux tampons et un carnet rempli de codes manuscrits, chacun associé à une date, une heure et un pseudonyme. Il prit des photos et appela Sébastien sur le chemin du retour. Ce que j'ai découvert confirme qu'il se tramait quelque chose de louche. Je vous envoie les photos. Vérifiez-les avec les données douanières. Je m'en occupe, répondit Sébastien. Certains de ces noms apparaissent déjà dans des rapports de trafic aux frontières. C'est plus grave qu'on ne le pensait. Julien raccrocha, bouleversé. Il ne s'agissait plus seulement de sa famille. C'était une opération criminelle. De retour à l'hôpital, Camille a entamé un processus de reconquête de son identité avec l'aide d'une assistante sociale que Julien avait mise en place. Même si les filles étaient en sécurité, elle avait du mal à respirer. Elle devait plus à Julien qu'elle ne pouvait l'admettre. Un après-midi, alors que l'une dormait paisiblement, Julien rejoignit Camille dans le couloir. « J'ai quelque chose à te dire, dit-il solennellement. Je suis allé à San Ignacio. J'ai trouvé des archives, des codes. Cela confirme tout. Ton histoire est vraie. Et Étienne est impliqué, plus profondément que je ne l'imaginais. » Camille ne dit rien. Elle baissa simplement la tête. Une vague de soulagement se mêla à la colère. Enfin, quelqu'un la croyait. Mais justice n'était toujours pas rendue. Étienne est rentré à Paris hier soir. Il se déplace prudemment, mais il est protégé. Et que feras-tu ? Quoi qu'il en coûte, répondit Julien. Même si cela signifie abattre mon propre frère. Silence. Puis, pour les petits, dit doucement Camille. Julien hocha la tête. Il le ferait pour l'une, pour Camille et pour lui-même. Certaines batailles vous choisissent. Il faut se battre, même si cela implique de se battre contre son propre sang. Ce soir-là, il retourna à son bureau et disposa tous les documents sur sa table. Des fils rouges tendus sur un tableau en liège reliés nom, date et destination. La vérité commençait à prendre forme. Le téléphone a sonné. Encore Sébastien. J'ai quelque chose d'important. 3 noms que vous avez trouvés correspondent à des signalements d'enfants disparus à Tamaulipas, Veracruz et Sonora. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un réseau. Julien serra la mâchoire. N. Étienne ? Son nom apparaît dans des mouvements de marchandises non autorisés. Il a approuvé des expéditions à l'étranger. Tout concorde. Alors nous pouvons le prouver. Presque. Mais attention. Quelqu'un dans l'entreprise sait ce que tu fais. Tu es surveillé. Julien ne dit rien. Il regarda par la fenêtre.
Une voiture noire était garée dehors depuis des heures. La paranoïa s'était emparée de nous. Le lendemain, Camille a emmené les filles pour une évaluation psychologique, dans le cadre de l'évaluation de leur état mental par l'hôpital. Camille était assise dans la salle d'attente, Martine à ses côtés. Ils ont l'air plus calmes maintenant, dit Martine. Surtout l'une. Elle ne se réveille plus en hurlant. Camille esquissa un sourire las. Elle sourit encore, après tout ça. Toi aussi, tu as besoin de repos. Je ne peux pas, dit Camille. Pas avant que ce soit fini. Pas avant qu'il ne soit parti. Julien fait tout ce qu'il peut. Tu le sais. Je sais. Je ne sais juste pas pourquoi. Peut-être que pour la première fois de sa vie, quelque chose compte vraiment. Ou peut-être, c'est toi qui comptes pour lui. Camille ne savait pas trop ce qu'elle ressentait. De la gratitude? Peut-être. De la confiance? Possiblement. Quelque chose de plus? C'était trop tôt. Son cœur était encore en mode survie. Ce soir-là, Julien reçut à son bureau une simple enveloppe. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple photo, lui quittant l'hôpital avec les filles. Au dos, on pouvait lire « On sait tout ». Arrêtez de vous mêler de tout. Son sang se glaça. Ce n'était plus un avertissement, c'était une menace. Il a appelé Camille. Il faut qu'on parle. Maintenant. Dans un endroit sûr. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui. Et ça ne va pas s'arrêter. Mais maintenant, j'ai ce qu'il nous faut. Il est temps. Ils se sont retrouvés dans l'appartement de secours de Julien et ont tout étalé sur la table, nom, carte, photo, chronologie. Êtes-vous prêt pour ça? A-t-il demandé. Camille le regarda droit dans les yeux. Plus que prêt. Ils se sont répartis les tâches. Julien contacterait un procureur de confiance. Camille retrouverait Marianne, une ancienne employée de l'entrepôt qui pourrait témoigner. Il se déplaçait rapidement. Julien a rencontré le procureur Ramiro Galvan, un homme sévère mais de principe. « J'ai besoin de ta parole, » dit Julien. « Il s'agit de mon propre frère. Je ne veux pas de scandale. Je veux que justice soit faite. » Galvan étudia les documents. « Si tout cela est vrai, votre frère sera tué. Mais vous le serez aussi, par association. » « Je sais, » dit Julien. « Mais je fais ça pour ses filles. Pour Camille. » Galvan hocha la tête. « Alors faisons-le correctement. » Pendant ce temps, Camille arrivait dans un village tranquille près de Durango, où Marianne vivait avec sa mère malade. Elle frappa fort, le cœur battant. Une voix répondit. « Oui. Je m'appelle Camille. Nous avons travaillé ensemble à Saint-Ignace. J'ai besoin de vous parler. » La porte s'ouvrit en grinçant. Marianne paraissait maigre, pâle, surprise. « Tu es vivant. Je pensais qu'il t'avait tué. Je me suis caché. Mais j'en ai fini de fuir. » À l'intérieur, Camille lui raconta tout. Les filles. Étienne. Le réseau. Marianne pleurait. J'ai refusé aussi. Ils m'ont battu. Ils ont dit que si je parlais, ils feraient disparaître ma mère. C'est pour ça que j'ai démissionné. Tu n'es plus seul, dit Camille en lui prenant la main. Nous avons besoin de ta voix. Un seul témoignage pourrait tout changer. Marianne hésita, puis jeta un coup d'œil à sa mère fragile dans la pièce voisine. D'accord. Mais seulement si elle est protégée. Je te le promets, murmura Camille. Ce soir-là, Julien revint avec de bonnes nouvelles. Le procureur agirait immédiatement. Des mandats de perquisition étaient en cours. Marianne ferait sa déposition le lendemain. Ils ont partagé un moment de calme. Le plus dur restait à venir. Étienne ne restera pas silencieux, dit Julien. Moi non plus, répondit Camille. Ils échangèrent un regard plus seulement allié. Il y avait du respect. Du courage. Et une tendresse fragile qui laissait entrevoir quelque chose de plus profond. Mais pas encore. D'abord, la justice. Martine accepta sans hésiter. Elle prépara une petite chambre avec 2 matelas et quelques jouets empruntés. Lune Claire se sentit immédiatement à l'aise, se blottissant dans cet espace comme si elle y avait toujours vécu. Martine resta auprès d'elle tandis que Camille retournait à l'appartement de Julien.
Et s'il vient me chercher, demanda Camille, la voix légèrement tremblante, tandis qu'elle se versait un verre d'eau. Tu n'es plus seul, répondit Julien. Tu es avec moi, et je ne laisserai rien t'arriver. Camille le regarda dans les yeux. Elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire entièrement confiance, mais quelque chose dans sa présence ou son attitude calme, la façon dont il soutenait son regard lui procurait un sentiment de sécurité. Cette nuit-là, alors que tout semblait se calmer, la sonnette de l'appartement retentit. Julien vérifia les caméras de sécurité. Son corps se raidit. Étienne resta seul devant la porte, un sourire crispé. « Tu vas le laisser entrer ?» demanda Camille, immobile. « Je dois le faire » répondit Julien. Il a ouvert la porte. « Mon frère » dit Étienne comme si de rien n'était. « Tu vas me laisser entrer, ou tu vas continuer à faire semblant d'être meilleur que moi ?» Julien ne dit rien. Il lui fit simplement signe d'entrer. Étienne entra avec assurance, examinant l'appartement. Bel endroit. Discret. Idéal pour cacher des choses. Camille le regardait de l'autre côté de la pièce avec mépris. Étienne se tourna vers elle. « Salut Camille. Ravi de te revoir. »« Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom, » répondit-elle froidement. « Tu as toujours été une bonne actrice, » dit-il d'un ton moqueur, comme s'il s'adressait à quelqu'un qui répétait une pièce de théâtre. Julien intervint. « C'est fini, Étienne. Il y a des preuves. Des témoins. Tu as signé des papiers. Tu ne peux pas t'échapper cette fois. » Étienne ricana. « Tu crois vraiment que ça s'arrête là? Qui va croire une femme qui se cache? Une journaliste de 3e zone? Tu as juste peur de ternir ton image. » Julien le fixa, impassible. « Plus personne ne te croit. C'est fini. » À ce moment-là, 2 policiers entrèrent discrètement par la porte de derrière. Julien les avait appelés après avoir vu Étienne sur la caméra. Étienne se retourna lentement, levant les mains avec un sourire narquois. « Eh bien, quel drame! Bravo, mon frère. » Les policiers le menottèrent sans résistance. Camille resta silencieuse, poussant un long soupir. Enfin, un poids s'était ôté de sa poitrine. Cette nuit-là, un chapitre se refermait, mais un autre, chargé de questions, s'ouvrait. Car même si Étienne était tombé, les blessures qu'il avait laissées seraient plus longues à guérir. La nouvelle de l'arrestation d'Étienne Mendez a fusé dans la presse nationale. Les gros titres fusaient, le frère de l'homme d'affaires Julien Mendez arrêté pour réseau de traite d'êtres humains. L'histoire était partout. Bien que Julien ait anticipé les réactions négatives, il n'était pas préparé à l'ampleur du scandale. Les journalistes ont envahi ses bureaux. Son équipe de relations publiques s'est démenée. Les investisseurs ont appelé, exigeant des réponses. Mais Julien ne broncha pas. « Je ne protégerai pas un criminel, même s'il porte mon nom », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse ferme et posée. « Je coopérerai pleinement avec la justice. » Camille regardait l'émission depuis l'appartement où elle et les filles se cachaient. Elle était assise sur le canapé, Claire endormie sur ses genoux, tandis que l'une jouait tranquillement à la poupée à proximité. Elle essayait de ne pas le montrer, mais en entendant Julien parler, quelque chose changea en elle. Ce n'était plus seulement de la confiance. C'était du respect. De l'admiration. Plus tard dans la journée, Julien arriva à l'appartement avec un sac de nourriture et quelques documents. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Silence » répondit Camille. « Mais elle ne dort pas bien. » Julien déposa le sac dans la cuisine et s'assit en face d'elle. Il sortit les papiers. « J'ai parlé à un avocat. J'ai entamé les démarches pour que vous obteniez la garde exclusive des filles. Les documents sont à jour. Nous avons également déposé une demande de protection des témoins, au cas où. » Camille le fixa, surprise. « Pourquoi fais-tu ça? Étienne est arrêté. Tu pourrais reprendre ta vie. Fais comme si de rien n'était. » Julien baissa les yeux, puis croisa son regard. « Parce que je ne suis plus la même personne. Parce que tu comptes pour moi. Eux aussi. Je ne sais pas comment ni quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. » Camille ne répondit pas. Son silence n'était pas un rejet, mais de la peur. La peur de faire à nouveau confiance. Quelques jours plus tard, Marianne rendit visite à Martine. Elle arriva avec une nouvelle présence, elle n'était plus la femme timide qui murmurait autrefois son témoignage. Elle se tenait droite.
Je voulais juste te remercier, dit-elle à Camille. Si tu n'étais pas venu, je serais encore cachée. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie de moi-même. Camille la serra dans ses bras. Nous nous sommes enfuis ensemble. Marianne sourit aux filles qui, pour la première fois, ne se cachaient pas derrière leur mère. Martine observait le moment depuis la cuisine, le visage rayonnant de fierté. Ces filles, bien que jeunes, avaient soulevé des montagnes. Une semaine plus tard, Julien reçoit un appel de sa mère. « Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait », a-t-elle rétorqué. « Tu as sali le nom de notre famille. » « Celui qui s'appelle Étienne, » dit Julien calmement. « Je viens de dire la vérité. Tu aurais pu gérer ça tranquillement, comme toujours. Nous ne sommes plus cette famille, maman. » Elle raccrocha. Julien n'éprouvait aucun regret. Pour la première fois, il ne devait aucune explication. Ce soir-là, Camille l'invita à dîner, rien de spécial. Du riz, du poulet et des tortillas maison. Ils s'assirent tous autour de la table, Lune, Martine, les filles. La salle résonna de rire. Julien aida à servir l'eau et raconta même une blague ratée. Camille l'observa avec un émerveillement silencieux. Après toute cette douleur, quelque chose qui ressemblait à une famille commençait à prendre forme. Elle ne le savait pas encore, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur de l'imaginer. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait par la fenêtre lorsque Camille se réveilla. Elle entendit des rires dans la cuisine. Marchant pieds nus dans le couloir, elle trouva Julien en train de verser des céréales dans des bols, sous les yeux émerveillés de Lune. « Et puis le dragon s'est caché dans le placard du supermarché », dit Julien avec un flair théâtral, faisant rire les filles. Camille s'appuya contre la porte. Cet homme, autrefois froid et distant, était devenu une présence douce et rassurante dans leur vie. Dans la sienne aussi. « Bonjour », dit-elle doucement. Julien se retourna, pris par l'instant, et rougit. On te préparait le petit déjeuner. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai utilisé ton lait. Ne le finis pas, répondit-elle en souriant. Plus tard dans la journée, Julien a reçu un appel du procureur Galvan. Nous avons des nouvelles, dit-il. Étienne a parlé. Qu'a-t-il dit? Il a avoué partiellement. Il a admis avoir fait du trafic et a laissé entendre qu'il était impliqué dans l'enlèvement des filles. Il cherche à obtenir une réduction de peine. Julien soupira. Ça va marcher? Le témoignage de Marianne est solide. Nous avons des documents signés, des relevés financiers et un nouveau témoin, un chauffeur de l'entreprise. Il est prêt à témoigner en échange de sa protection. Alors, Étienne va en prison. Tout indique que oui. Probablement la prison à vie, mais le procès n'est pas encore terminé. Julien raccrocha et resta assis en silence. Il avait tant attendu ce moment, mais il ne lui apportait aucun soulagement, juste un sentiment de vide. Étienne n'avait jamais été un bon frère. Mais il était son frère. Camille posa une main sur son épaule. « Tu as bien fait. »« Je ne sais pas. »« Ça fait mal, mais je sais. » Elle hocha la tête. Elle savait ce que cela signifiait de privilégier le bien à ceux qu'on aime. Ce soir-là, Julien emmena Camille et les filles sur un terrain isolé, à l'extérieur de la ville. Des arbres entouraient une petite maison blanche encore en construction. « Qu'est-ce que c'est » demanda Camille. « Un endroit pour repartir à zéro, » dit Julien. « Je l'ai acheté il y a des années. Je me suis dit, que toi et les filles pourriez peut-être vivre ici. Sans pression. » Camille ne dit rien. « Tu n'as pas à décider maintenant, » ajouta-t-il. « Je veux juste que tu aies un endroit où tu te sens en sécurité. Où tu n'as pas peur. » Elle le regarda. « Peut-être, » murmura-t-elle, « qu'il est temps d'arrêter de courir. » Julien sourit. « Quand tu seras prêt. » Pour la première fois, Camille ne s'inquiétait plus de l'avenir. Et Julien, autrefois défini par la logique et le contrôle, comprenait que l'amour se construisait comme une maison, brique par brique.